Bonsoir à tous et bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce premier rendez-vous d'audition publique. Donc cette nouvelle émission que vous propose chaque lundi désormais les chaînes parlementaires avec l'agence France Presse et avec le Figaro. D'ailleurs, nous sommes installés ici dans le magnifique studio du Figaro. Et le premier invité d'audition publique est Brice Hortefeux. Bonsoir. Bonsoir. Député européen et conseiller de Laurent Wauquiez. Merci d'être avec nous. Vous allez donc vous soumettre aux questions de nos journalistes et également un peu plus tard dans l'émission, vous le verrez, de deux parlementaires qui viendront sans doute peut-être corriger, je ne sais pas, certains de vos propos. En tous les cas, apporter une contradiction. Je vous laisse la surprise, bien sûr. Brice Hortefeux. Vous anticiper, peut-être qu'ils sont totalement d'accord avec ce que je veux dire. Vous verrez, ils sont quand même un peu de l'opposition par rapport à vous. Il faut sortir des sentiers battus. Alors, nous verrons cela tout à l'heure. Alors, les sujets, bien sûr, ne manquent pas. Avec les difficultés de l'exécutif, même si aujourd'hui l'exécutif nous fait des promesses avec la présentation de son budget, les difficultés de la droite également qui se divisent, et bien sûr, il y a les impatiences des Français. Donc, votre audition publique, Brice Hortefeux, commence sous la houlette de nos deux confrères qui sont là, Yves Tréhard du Figaro. Bonsoir. Et Paul Obria de l'AFP. Parlons du budget justement d'abord, puisque donc l'Élysée, Matignon, bien sûr, Bercy, affirme que le pouvoir d'achat des Français sera dopé l'an prochain 6 milliards d'euros. Est-ce que vous croyez à cette bonne nouvelle pour les ménages? Oui, c'est assez classique en réalité. Le nouveau monde ressemble beaucoup à l'ancien. C'est un budget qu'on pourrait qualifier de sucré-salé, c'est-à-dire qu'il y a l'enveloppe des douceurs, c'est-à-dire 6 milliards. Il y a du bon quand même alors. L'enveloppe des douceurs, c'est-à-dire l'annonce effectivement de 6 milliards d'efforts qui seraient faits, et puis il y a le côté salé qui correspond mieux à la réalité. Il y a Gérald Darmanin qui a longtemps partagé votre route à l'UMP puis aux Républicains, disait dans les colonnes du Monde ce soir que c'était un budget qui présentait une baisse d'impôts comme jamais on avait vu depuis 10 ans, 11 ans, 2007, disait-il. Donc, 6 milliards pour les... Parce qu'il y a aussi 20 milliards pour les entreprises. Ça, on parlait des particuliers, c'est 3,8 milliards en réalité pour la taxe d'habitation et les cotisations salariales, autour de 700 millions. Mais là, évidemment, où le bas blesse, c'est que ce chiffre est sympathique, mais il ne faut pas oublier la réalité, c'est-à-dire une augmentation massive de tout ce qui est carburant, puisque c'est 2 milliards, et là c'est 4 centimes et 7 centimes diesel, et le gouvernement aussi a fait des additions, des soustractions au bilan final. Vous avez les fumeurs, attendez, ça veut dire que si par malheur, vous êtes fumeur, conducteur diesel, retraité, eh bien vous êtes assaisonné. Pour autant, ce budget, et en même temps, vous avez la même chose si vous êtes malheureusement père de famille nombreuse et conducteur et fumeur, et bien là vous êtes une deuxième catégorie dans laquelle vous êtes bien arrangé. Pour autant, donc la réalité c'est que c'est beaucoup salé. Beaucoup salé, et pourtant le ministère de l'Intérieur qui gagne un pourcentage conséquent pour son nouveau budget, de même pour la justice, de même pour la défense. Est-ce que tout simplement ça ne va pas dans le bon sens, ces hausses de budget pour ces ministères régaliens qui vous tiennent à cœur? Mais si vous êtes en train de m'expliquer qu'il y a une hausse de la dépense publique contrairement à tout ce qui avait été indiqué, ça c'est exact. Il y a une hausse dans certains secteurs, la baisse dans d'autres. La dépense publique, contrairement à ce qui avait été annoncé, la dépense publique, elle augmente, et elle augmente beaucoup. Elle augmente de 0,8%, mais en réalité, elle augmente de 25 milliards. Donc ça veut dire qu'il y a une dérive encore aujourd'hui de la dépense publique. Donc, il ne faut pas augmenter le budget de l'Intérieur, de la justice. Pas tous en même temps. Brice Hortefeux, sur le plan général, ça manque d'audace, il n'y a pas les économies qui sont prévues et surtout promises par le président de la République. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Si vous êtes en train de m'interroger de manière générale sur ce que je pense du bilan d'Emmanuel Macron aujourd'hui, je vous le dis, c'est très simple, c'est à la fois le bazar fiscal, c'est la pagaille migratoire, c'est l'hécatombe politique. C'est noir votre portrait. Et c'est le plantage économique. C'est ça la réalité. Mais attendez, l'hécatombe, écoutez, je peux reprendre les différents points. Oui. Mais encore une fois, je suis engagé dans la vie publique depuis assez longtemps. Moi, j'ai passé l'âge de l'époque où on était contre parce qu'il fallait être contre, parce qu'on devait être pour, et ainsi de suite. Ça, c'est terminé pour moi, ça. Moi, je dis ce que je constate, ce que j'observe et ce que je pense. Hécatombe politique, qu'est-ce que c'est que ce système où, en 15 mois, vous avez 6 ministres qui partent soit sous la contrainte,
soit parce qu'ils l'annoncent un matin, soit en donnant leur calendrier comme un salarié pose ses congés. Écoutez, c'est assez original comme situation politique. La situation, par exemple, du ministre de l'Intérieur, vous avez occupé cette fonction. Oui, c'est pour ça d'ailleurs que, ce qui est tout à fait normal, quand j'observe l'action du ministre de l'Intérieur, j'essaie d'éviter de tomber dans des caricatures. Parce que je mesure la difficulté qu'il y a à être ministre de l'Intérieur. Et je ne doute pas, pour être tout à fait clair, de la bonne volonté de Gérard Collomb, l'actuel ministre de l'Intérieur. Il peut rester dans son poste, il a dit qu'il partirait après les élections européennes qui sont en mai 2019. Est-ce qu'il peut rester ministre de l'Intérieur? Ce que je vous dis, c'est que la démarche de Gérard Collomb annonçant sa volonté d'être candidat municipal à Lyon s'inscrivait certainement dans un souci de sincérité. Mais l'opinion publique attend à juste titre que celui qui est chargé de la protection, qui est chargé de la sécurité, qui est chargé des questions migratoires, qui est chargé de la lutte contre le terrorisme, le soit à temps plein dans ses actes, mais aussi dans sa tête. Et je vous donne juste... Non, mais pour répondre à la question, est-ce que vous lui demandez de partir ou est-ce que vous demandez au gouvernement de le débarquer, quoi? Je vous donne juste cette référence personnelle, puisque, comme vous l'avez rappelé, j'ai exercé ces fonctions. En 2010, je m'apprêtais à être candidat tête de liste aux élections régionales en Auvergne. Oui. Et à l'occasion d'une rencontre à l'Élysée, le président de la République, et je crois qu'il y avait le Premier ministre, Nicolas Sarkozy et François Fillon donc, m'ont demandé de ne pas l'être. Pas simplement parce que les chances étaient modestes, pour être tout à fait honnête, mais aussi parce qu'ils considéraient que le rôle du ministre de l'Intérieur, c'est de se consacrer totalement, tout en étant à l'écoute de la population, en n'étant pas simplement enfermé à Beauvau, en étant bien sûr sur le terrain et sur son terrain, mais que cela pouvait porter préjudice à l'action. Est-ce qu'il faut qu'il parte du ministère de l'Intérieur ou est-ce qu'il peut rester jusqu'à la fin, jusqu'aux élections européennes? C'est une décision du président de la République. Et maintenant que Gérard Collomb lui-même a dit qu'il allait partir, peut-être qu'il doit réfléchir à son calendrier. Alors je voudrais revenir sur le ministère de l'Intérieur, parce que c'est un ministère que vous connaissez bien, et Paul l'a dit, il y a quand même des moyens supplémentaires, quelques 2500 fonctionnaires en plus, une augmentation de 2,5% du budget. Est-ce que, eh bien là, il n'y a pas un effort qui... Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut mettre le paquet là-dessus. C'est pareil d'ailleurs sur la justice. C'est du sucré, là. C'est du sucré pour ça. vous. Mais je vous le dis, n'importe quel gouvernement, quel qu'il soit, de quelque sensibilité qu'il appartienne, serait contraint de renforcer les moyens du ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas d'ailleurs à mes yeux, mais il peut y avoir débat, tellement en termes d'effectifs, même si la question des effectifs se pose. C'est en termes d'équipement, c'est en termes d'armement, c'est en termes de véhicules, c'est en termes technologiques, c'est en termes de formation. C'est déjà le cas sous votre mandat? Bien sûr, c'était le cas. Vous savez, c'est Nicolas Sarkozy, par exemple, qui avait décidé que le gilet pare-balles serait individualisé. Et jusque-là, ça tournait, il se le passait selon les équipes. C'est des choses comme ça qu'il faut faire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des marges de progression dans un certain nombre de domaines. Mais je le dis, oui, les moyens du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice font partie des impératifs si l'on veut faire face à l'évolution très préoccupante de la délinquance et naturellement du terrorisme. Alors vous parlez d'hécatombe politique, précisément au moment où le chef de l'État connaît un trou d'air dans les sondages. Il est à peu près entre François Hollande et Nicolas Sarkozy, 15 mois après le début de leur mandat. Est-ce que ça vous inquiète finalement, cette chute de popularité dont on a l'impression qu'elle est quasiment systématique? Est-ce que vous vous dites, est-ce que, en étant si impopulaire, entre guillemets, va-t-il pouvoir faire les réformes auxquelles vous aspiriez, me semble-t-il? Mais ça ne me surprend pas, parce que vous savez, là aussi l'expérience me permet de le dire, c'est que la communication peut abuser un temps, mais elle ne peut pas abuser tout le temps. Il abuse de la communication, Emmanuel Macron. Mais ça veut dire qu'on... On dit qu'il fait du Sarkozy parfois, en la matière. Attendez, on parle de la communication, et puis après on peut éventuellement parler de Nicolas Sarkozy. Et la réalité, c'est qu'il y a une très grande habileté pendant la campagne présidentielle, où il y a eu, comme les médias d'ailleurs l'ont dit à juste titre, une sorte de hold-up sur la présidentielle, puisqu'il n'y a pas eu de débat présidentiel.
notamment... Il y a eu un débat face à Marine Le Pen. Il y a eu un débat face à Marine Le Pen, mais il n'y a pas eu de débat. Le candidat de la droite républicaine, qui honnêtement espérait gagner, et je le soutenais, n'a pas pu évoquer son programme, son projet. Tout a été occulté par tout ce que vous savez. Donc ça a été une période de hold-up démocratique, mais hold-up quand même. Et lui-même, je crois, avait dit que c'était par effraction. Il me semble qu'il avait évoqué ça. C'est une Donc c'est formulation. Macron. Donc il y a eu une très grande habileté de communication. Mais aujourd'hui, dans l'exercice du pouvoir... Aujourd'hui, dans l'exercice du pouvoir, on s'aperçoit que, un, il y a des multiples erreurs de communication, et deux, que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Est-ce que c'est vraiment des erreurs de communication, ou c'est un manque d'humilité, comme l'a dit à son propos le ministre de l'Intérieur? Est-ce que ce ne sont pas des erreurs plutôt d'attitude, de comportement, quand on interpelle un jeune horticulteur, par exemple, à l'Élysée, qui cherche un emploi, quand on dit que les Français sont réfractaires, les Gaulois sont réfractaires aux réformes. Alors, plein de petites phrases comme ça. Oui, mais il y a, je vous le dis, je le pense, bien sûr, des erreurs. Moi, je vous appelais ça de forme, d'attitude, de comportement, de communication. Et puis, je vous le dis surtout sur le fond, parce que vous me posez pas la question pourquoi tout d'un coup il n'y a pas cette baisse qui est une baisse assez spectaculaire. Tout simplement parce que les résultats ne sont pas au rendez-vous. Ils ne sont pas encore au rendez-vous. Attendez, permettez-moi quand même de rester quelques instants là-dessus. Vous savez, quand on observe la réalité, je ne veux pas être schématique, je ne veux pas être caricatural, j'essaie d'être le plus honnête, mais en réalité, tout ce qui aurait dû diminuer a augmenté, et tout ce qui aurait dû augmenter a diminué. Si je vous donne quelques exemples, je ne vais pas être exhaustif, mais si je vous donne quelques exemples, qu'est-ce qui aurait dû diminuer et qui a augmenté? Les prélèvements obligatoires, ils ont augmenté ou ils ont stagné. Sur les 3 premiers trimestres de 2018, il y a une augmentation des prélèvements obligatoires. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, en 2018, les Français ont travaillé jusqu'au 27 juillet pour payer les impôts, cotisations et taxes. Il n'y a eu aucune amélioration, ça s'est même détérioré. La dépense publique, nous l'évoquions à quelques instants, elle aurait dû diminuer. Elle continue à augmenter, encore une fois, de 0,6% l'année prochaine. Le chômage, il aurait dû diminuer, comme dans tous les pays d'Europe, comme dans tous les grands pays industrialisés. Nous en sommes au chômage à 9,2%. La moyenne de l'Union européenne, c'est 8,2. Tout un coup au chef de l'État, je veux dire, bien sûr que non. Parce qu'il y a un environnement international. Je ne veux pas être schématique. Je termine juste sur le chômage. Je termine juste sur le chômage. Il faut bien comprendre que nous sommes aujourd'hui une anomalie. Nous sommes une anomalie dans les grands pays industrialisés. Est-ce que vous reconnaissez? Donc il n'est pas responsable à 100%, mais vous savez, le chef, il est fait, donc selon l'expression chiracienne bien connue, Yves Tréhard s'en souvient certainement, un chef c'est fait pour cheffer, ça veut donc dire qu'il porte la responsabilité de ce qui est. Comme je me souviens de beaucoup de choses, parce que j'ai quand même perdu beaucoup de cheveux... Mais ça, c'est un point que nous pouvons partager. Ce que vous venez de dire, qui est juste, ça fait 40 ans qu'on est dans le chômage de masse. Ça fait 40 ans qu'on n'a pas voté un budget à l'équilibre. Ça fait 40 ans qu'on a de la dette qui se creuse. Mais il n'y a pas que Emmanuel Macron, il y a les gouvernements socialistes, il y a les gouvernements de droite. Vous voulez démontrer que finalement Emmanuel Macron, c'est comme les autres. Mais alors c'est la négation de son élection, alors. Non, puisque son élection, ça devait être le nouveau constate. monde. Son élection, ça devait être le nouveau monde, ça devait être un bouleversement. En réalité, vous savez, on a tous compris. Emmanuel Macron, le en même temps, ça veut dire ni oui ni non, ça veut dire mi-figue, mi-raisin, ça veut dire le milieu du chemin, ça veut dire mi-chèvre, mi-chou, on a tous compris ça. Pas tout à fait. Vrai sorte-feu, vous aviez peut-être au départ, ou il y a un peu plus d'un an, une forme de bienveillance pour le chef de l'État? Oui ou non? Mais ce n'est pas une question de bienveillance à l'égard du chef de l'État, c'est le souhait que notre pays réussisse. D'accord. Donc, moi, je ne suis pas dans l'opposition. Aujourd'hui, votre sentiment, donc... Eh bien, que ça ne marche pas. Et donc, vous n'avez pas répondu à la question de Paul. Est-ce que ça vous inquiète pour le pays? Ah ben bien sûr. Est-ce qu'on peut réformer quand on est entre 20 et 30% seulement d'opinion positive, par exemple? C'est sûr que c'est un boulet. C'était le boulet de Nicolas Sarkozy autrefois, celui de François Hollande, ce sera celui d'Emmanuel Macron, vous le craignez? Mais bien sûr que c'est un boulet. Bien sûr que c'est un boulet d'avoir une croissance
qui est simplement de 0,4% sur les 2 premiers trimestres, et une croissance de 0,4%, c'est-à-dire qui nous met au niveau de l'Italie, qui est 2 fois plus faible que la moyenne de l'Union européenne, 2 fois plus faible que le Portugal ou l'Allemagne, 3 fois plus faible que l'Espagne, vous n'avez pas la patience d'attendre de futurs éventuels résultats, tels que le gouvernement la Finlande ou les États-Unis. Bien sûr que c'est très préoccupant. Quand je vous rappelle ces éléments sur la croissance, mais qui peut s'en réjouir? Au contraire, c'est très préoccupant, alors que la croissance commençait à repartir. Et là, elle est bloquée. Brice Hortefeux, je voudrais qu'on fasse un petit pas de côté. Il y a un sujet important. On attend que le président de la République s'exprime dessus. C'est celui de l'islam. Le gouvernement auquel vous avez appartenu et le président de la République sous lequel vous avez servi a tenté d'organiser l'islam. On a eu le Conseil français du culte musulman. C'est aussi, semble-t-il, la volonté du président de la République actuelle. Est-ce que ce n'est pas une fausse bonne idée, sachant que c'est compliqué et impossible d'organiser, qui plus est, une religion? J'ai lu ce que certaines grandes plumes écrivaient sur ce sujet. J'ai un point de désaccord avec ce que j'ai lu et un point de désaccord peut-être avec certains de mes amis politiques. Moi, je crois à l'organisation des religions. Quand vous êtes le ministre des cultes, ce que j'ai été, vous avez un interlocuteur avec la religion catholique. Vous avez l'archevêque, le cardinal archevêque de Paris à l'époque, vous avez le primat des Gaules. Quand vous êtes ministre des cultes, vous avez des interlocuteurs pour la religion juive, du grand rabbin au président du consistoire, vous avez des interlocuteurs. Vous avez la même chose avec la fédération protestante. Avec le président de la fédération protestante, ce sont des églises éclatées, mais il y a un interlocuteur. Elles sont diverses, j'insiste bien là-dessus. Elles sont diverses, les églises protestantes, mais vous avez un interlocuteur. Et il était, à mon avis, extrêmement dangereux qu'il n'y ait pas aussi une organisation de l'islam de France, et Nicolas Sarkozy, et j'appliquais cette politique, et non pas l'islam en France. Donc vous soutiendrez Emmanuel Macron dans ce sens? Donc moi je soutiendrai l'organisation du culte, parce que je le mesure aussi localement. Dans ma région, j'ai un président c'est un des conseils régionaux gérés par un Turc, et donc j'ai une organisation, un interlocuteur. Quand il y a un souci, enfin à l'époque c'était Auvergne, mais quand il y a un souci, quand il y a une préoccupation, quand il y a besoin de dialogue, il faut qu'il y ait un interlocuteur. Allez, dernière question pour cette partie, Paul. Brice Hortefeux, l'écrivain Yann Moix a soulevé une nouvelle polémique avec des propos anti-flics la semaine dernière. Comment l'ex-ministre de l'Intérieur que vous êtes a réagi par rapport à cette mise en cause? En gros, il disait que les flics, les policiers, avaient peur d'aller dans les quartiers et manquaient de courage. Qu'est-ce que ça vous a inspiré? Pardon, la peur est un sentiment humain. Et j'ai rencontré, moi, des policiers qui avaient peur. J'avais rencontré des policiers, notamment à Grenoble, quand il y avait eu de graves incidents. Mais la manière dont cela a été exprimé est totalement inadmissible. Vous savez, moi, j'avais une règle très simple. Et quand on attaquait la police et que ça me paraissait injuste, je portais plainte. Vous invitez je l'ai fait successeur à plusieurs reprises, notamment contre des rappeurs qui tenaient des propos hallucinants. Gérard Pouvon devrait déposer plainte contre Yann Moix? Je pense que le ministre de l'Intérieur devrait déposer plainte dès lors que l'analyse juridique l'encouragera à le faire. Parce que c'est aussi cet élément-là. Mais si l'analyse juridique le permet, oui, il devrait porter plainte. Alors, il y a une autre polémique qui a surgi ce week-end. On a rapporté des propos tenus par M. Marcel Campion, qui organise tous les hivers et au moment de Noël un marché à Paris. Des propos où il disait que finalement la ville de Paris, la municipalité était noyautée, même si le mot n'a pas été exprimé, par des homosexuels. Donc avec ces termes, des termes choisis. Il les a traités de pervers. Et en l'occurrence, c'est l'État maintenant qui a repris à son compte le marché de Noël via le musée du Louvre. Est-ce que vous estimez que ces propos sont incompatibles avec l'exploitation d'un marché de Noël avec l'argent de l'État? Oui, c'est deux sujets qui ne sont pas liés. Marcel Campion s'est exprimé, il y a une polémique, il a démenti les propos. Maintenant, je crois qu'il y a une plainte qui a été déposée, la justice tranchera. Concernant le marché de Noël, moi j'ai regretté qu'il ait été annulé dans la forme qui existait précédemment, parce que je pense que c'est un moment de fête qui n'était pas simplement pour les étrangers. Moi, je suis partisan que ça soit maintenu. Très bien, voilà, c'est clair. Merci, messieurs. Merci. Deuxième partie, tout de suite, d'audition publique avec nos deux parlementaires qui font leur entrée sur le plateau.
Bonsoir messieurs, installez-vous. Merci beaucoup Rachid Temal d'être avec nous. Vous êtes sénateur socialiste du Val d'Oise et à vos côtés Jean-Michel Fauvergue, vous êtes député La République En Marche de Seine-et-Marne et vous avez été le patron du RAID. Vous avez écouté Brice Hortefeux, ancien ministre de l'Intérieur, argumenter. On peut peut-être d'abord rebondir sur ce qu'il a dit sur la police, avec quand même une forme de satisfecit. Aucun gouvernement aujourd'hui ne pourrait évidemment ne pas augmenter les effectifs. C'est un motif de satisfaction. Vous pourriez peut-être avoir à cœur peut-être de défendre également la politique du ministre de l'Intérieur concernant les quartiers. Alors certes, aucun gouvernement ne pourrait se passer de l'augmentation des effectifs, sauf que ça a été fait sous Nicolas Sarkozy, et sauf que ça a été repris après. Sous votre magistère, on a manqué de 12 000 policiers qui n'étaient plus dans leurs fonctions. Donc ça fait, à l'époque où on est rentré donc dans ces attentats terroristes que vous n'avez pas connus sous votre magistère, fort heureusement pour vous, bien c'est des effectifs qui manquaient. Donc vous dites qu'aujourd'hui, vous êtes obligé de rattraper les effectifs perdus. Les effectifs ont été, pour être tout à fait honnête, on a commencé à rattraper ces effectifs-là sous la gauche et sous l'ancien gouvernement. On va rester honnête complètement. Mais c'était dur à dire. Mais pas du tout. Mais pas assez. Alors, aujourd'hui, on est en déficit d'effectifs, et en particulier sur les quartiers, sur la lutte contre le terrorisme, sur le renseignement, à peu près partout. Et ça, on le doit à l'héritage qu'on a eu des uns et des autres. Alors, là-dessus, vous revendiquez. Je suis un petit peu déçu parce que je m'attendais à ce que ça ne soit pas des petites histoires politiciennes et tout ça. Je pensais que votre expérience vous amenait à avoir le recul là-dessus. Parce que vous avez été très incomplet dans votre présentation. Dans votre présentation, vous l'avez dit à mi-mot. Et il n'y a pas eu d'attentat pendant que j'étais effectivement ministre. Oui, il n'y en a pas eu. Et il y a aussi un autre élément. C'est que la délinquance qui augmentait, vous savez, notamment les violences aux personnes, les atteintes aux biens, et tout comme ça, qui augmentait régulièrement sur la période 2002-2012, avait baissé. Donc, pourquoi je vous dis cela? Parce que, bien sûr, c'est très facile, les effectifs. Vous auriez pu même dire, d'ailleurs, que les 35 heures avaient fait perdre l'équivalent de 8000 emplois dans la police. Vous auriez pu aussi l'évoquer. Mais parce que ça signifie quoi? Que, bien sûr, il y a les questions des effectifs. Je vous rejoins sur un point. C'est qu'il n'y a sans doute pas, aujourd'hui, assez d'effectifs, d'agents infiltrés dans certains milieux. Pas assez. Le nombre quantitatif joue. Mais vous savez très bien que la lutte contre la délinquance, c'est pas simplement ça. La lutte contre la délinquance, ce sont les moyens, c'est l'évolution de la technologie, c'est un certain nombre d'éléments de protection. C'est un ensemble, tout ça. Mais vous savez, moi je vous suggère, puisque vous êtes dans la majorité, vous êtes bien placé, ou j'ai cru lire que vous aimeriez être encore mieux placé. Mais vous devriez demander à ce que l'on publie régulièrement à nouveau les statistiques, que l'Observatoire national de la délinquance donne tous les agrégats. On ne les a pas, les agrégats. C'est quand même très curieux. Vous devriez insister pour que l'on puisse connaître les chiffres. Je suis assez d'accord sur le fait que, effectivement, il faut travailler sur la criminalité de voie publique, il faut travailler sur ce type de délinquance-là. Sauf que, pour travailler sur ce type de délinquance-là, et effectivement, j'ai été patron du RAID, et plutôt policier répressif, on va dire ça comme ça, mais j'étais aussi directeur départemental de la sécurité publique, et en Guyane, donc dans un territoire difficile. Et effectivement, à cette époque-là, il y avait la mise en place de ce qu'on appelle la police de proximité. Alors, ce n'est pas la panacée, mais l'idée de proximité est importante. Pourquoi? Parce que elle a été supprimée par Nicolas. Pour vaincre, et j'allais y arriver, merci de me le dire, mais pour vaincre ce problème de criminalité, de petite délinquance, il faut être présent sur le terrain. Or ça, la baisse des effectifs et effectivement la baisse des équipements qui a commencé depuis longtemps et qui est en train d'être rattrapée maintenant, ça date de votre magistère aussi. Vous affirmez une chose, mais en même temps, vous contredisez. Parce que précisément, la police de proximité, quand elle a été mise en place, pourquoi elle a été arrêtée sous cette forme? D'abord, proximité, c'est un mot, galvaudé. Qu'est-ce qui est contre la proximité? Vous en connaissez, vous, qui disent qu'il faut une police d'éloignement? Non, pas du tout. On parle d'une police du quotidien. La proximité. Eh bien, précisément. Pour ramener l'ordre républicain dans les quartiers. La police de proximité, quand elle a été créée, c'était tellement un échec que toutes les statistiques de la délinquance montraient que ça ne marchait pas. C'est pour cela
ça qu'il a formulé les choses. Et il y avait une tendance, je ne dis pas que c'était la tendance qui était générale partout, mais il y avait une tendance que ça soit des animateurs. Et c'est pour ça que j'ai mis en place les brigades spéciales de terrain. Alors, qui n'a pas fonctionné. Si, ça a très bien fonctionné. Parce que vous n'avez pas augmenté les effectifs. Rachid Temal, vous vouliez intervenir? Oui, non, mais juste, alors, d'abord, pour compléter, moi, je salue le fait qu'avec difficulté, mon collègue Fauvergue a eu du mal à dire que sous François Hollande, effectivement, il a eu du mal. 9000 policiers ont été créés. Mais moi, je vais changer de sujet. Vous êtes une personnalité reconnue, respectée de la droite française. Jusque-là, tout va bien. Pour vous arrêter. Mais je vais continuer, vous allez voir. Ça se passera très bien. Vous êtes aussi une personnalité effectivement importante aux côtés de Nicolas Sarkozy. Vous êtes maintenant conseiller du président de votre parti, donc une personnalité qui compte. Et moi, quand je vois que dans l'Europe, il y a une vague de nationalisme, de racisme, avec quand même maintenant des dirigeants d'un certain nombre d'États qui posent problème d'un point de vue des droits de l'homme, je suis attristé parce que, effectivement, encore vous êtes une grande personnalité, vous êtes un républicain convaincu, c'est trop. que vous n'avez pas su, en tout cas d'abord, garder Orban, je rappelle, à la fois dans votre parti, le PPE, et que vous n'avez pas su, vous-même, Brice Hortefeux, vous adopter avec le Parlement européen la mesure, et vous vous êtes abstenu. Et je trouve que par rapport à l'image de la droite aujourd'hui, à la fois ce qui se passe en Europe, et puis dans votre parti, certains qui aimeraient s'allier avec l'extrême droite, ou en tout cas courir après l'extrême droite, je trouve regrettable et dommage que vous ne soyez pas vous-même exprimé fortement pour condamner la politique de M. Orban et voter comme d'ailleurs la majorité du Parlement européen. Donc voilà, ça c'est un regret, donc c'est une première question. Une réponse, bien sûr, c'est une question. Non, mais vous avez raison peut-être de le présenter comme cela, vous voyez, mais c'est pas un sujet qui était simple, en tout cas pour moi. Je me suis posé beaucoup de questions. Il y a un certain nombre d'éléments, pas faire répondre en 5 secondes, il y a un certain nombre d'éléments qu'il faut prendre en compte. Premier élément, et M. Orban, que je ne connais pas à titre personnel. J'ai rencontré son ministre de l'Intérieur, je connais son ministre de la Justice, peut-être l'avez-vous même croisé parce qu'il était ambassadeur de Hongrie à Paris. Bref, un certain nombre d'interlocuteurs, et notamment sa secrétaire d'État chargée des affaires européennes que j'ai reçue aussi. M. Orban a rassemblé, dès le premier tour de son scrutin, 49,6% des électeurs hongrois. Et je ne veux pas être cruel vis-à-vis de vous, ni même d'ailleurs vis-à-vis de vous, concernant la tendance comme ça, ni même de vous, mais bien sûr, mais franchement, rassembler dès le premier tour d'un scrutin un habitant de son pays sur 2, qui fait cela? Deuxième élément... On parle du recul de l'état de droit, attendez, mais pardon, il ne faut pas expliquer aux Hongrois que ce sont des abrutis, puisqu'ils ont Orban à leur tête, c'est pas ce que vous avez dit. Mais il y a une tendance, c'est pas ce que vous avez dit. Mais attendez, il y a une tendance. Sous-entendu, Orban est épouvantable, ça veut donc dire que les Hongrois sont pas bien fins. Non, il faut... Attendez, d'abord, il faut respecter la démocratie. Deuxième élément, on est tous préoccupés autour de cette table par la progression de l'extrême droite dans toute l'Europe. En Hongrie, le parti d'extrême droite s'appelle le Jobbik. C'est le seul pays aujourd'hui dans lequel l'extrême droite a été contenue. Le Jobbik a progressé de 0,2%. C'est un élément. Troisième élément, moi je ne suis pas plus royaliste que le roi. La Commission européenne, sans rentrer dans des détails techniques, la Commission européenne, elle n'a pas engagé l'article 7. Elle ne l'a pas engagé. Elle a fait des remarques, notamment sur la séparation, ou plus exactement le respect de la justice. Et elle a constaté qu'il y avait une amélioration qui avait été faite. Mais à côté de ça, je vois que c'est un rapport qui était, pardonnez-moi, qui a été déposé par une élue verte néerlandaise, qui est venue d'ailleurs très, très correctement me voir pour m'expliquer, mais enfin, elle n'était pas allée sur place, c'est des synthèses de rapports d'ONG. J'observe aussi que ça a été soutenu par toute l'extrême gauche. Franchement, je pense que ça méritait succès. En revanche, je n'ai pas voté contre le rapport parce que j'étais déçu par le fait que Viktor Orban n'ait pas à un moment donné tendu la main en disant « j'entends ce qui est dit », non pas tant par la Commission, parce qu'il n'y a pas de procédure qui est engagée, mais par le Parlement, et je propose de... Ce qu'il n'a pas fait, ce qui explique ma position. Je pense qu'elle était à la fois honnête, sincère et responsable. Je reprends l'argumentaire, Brice Hortefeux. Donc Orban a un avantage, il contient l'extrême droite. Alors est-ce que c'est une marche à suivre? D'abord, je rappelle qu'il fut un temps avec Jacques Chirac où la France s'est opposée à ce que l'Autriche dirige l'Union européenne. Et c'est pas parce qu'ils font 49% que c'est un argument. Je pense que l'Europe, c'est aussi... La démocratie, c'est un argument. Non, mais laissez-moi terminer, je vous ai laissé parler.
Sauf que la démocratie, l'Europe, c'est aussi c'est ça qu'on doit porter. Et pouvoir dire à un moment donné, sur notre continent, la démocratie est avant tout. Et quand vous me dites qu'il contient, si c'est en reprenant les propos d'extrême droite qu'il contient l'extrême droite, pour moi, c'est une extrême droite déguisée. Vous êtes en contradiction. Non, je Parce suis que pas en vous avez contradiction. toujours l'argument, enfin vous collectivement, disant on préfère toujours l'original à la copie. Bah non, alors dans ces cas-là, choisissez. C'est soit l'original ou la copie. Mais enfin, je combats l'extrême droite, qu'elle ce soit l'original ou la copie. C'est ça la différence entre vous et moi. Non, je vais vous dire, il y a un point commun. C'est que moi j'ai voté les sanctions contre la Pologne. Donc la Pologne, vous gardez M. Orban dans votre groupe. La Commission européenne. Vous gardez Orban dans votre groupe. La Commission européenne. Est-ce que vous êtes pour qu'Orban reste dans votre groupe au PPE? Moi, je suis pour qu'il reste, bien sûr. Donc, Orban, parce que je vais le dire très simple. Qui s'attaque à la démocratie peut rester avec vous. Non, mais mettre dehors, c'est aussi renforcer les extrémismes. Et quand on est à l'intérieur, on peut faire évoluer. Moi, c'est comme ça. Je crois davantage au dialogue et je préfère qu'il reste au sein du PPE. Moi, je voudrais vous poser une question sur laquelle vous êtes retrouvé avec le Front National. C'est le fait de s'opposer à la fin de l'état d'urgence que nous avons voté. Et nous avons voté cette fin de l'état d'urgence en passant des outils de l'état d'urgence dans le droit constant, en particulier les visites domiciliaires qui me tiennent à cœur parce que c'est un élément important pour lutter contre le terrorisme. Les perquisitions administratives, les anciennes perquisitions administratives. Tout à fait exact. Vous y êtes opposé. Or, je ne comprends pas cette attitude-là, puisque en septembre 2015, il y avait une PPL, un projet de loi déposé au Sénat, déposé par M. Bas. On dit M. Bas ou M. Basse? M. Bas. Philippe Bas, président de la commission des lois. Très célèbre aujourd'hui. Très célèbre. Président de notre commission d'enquête. Très célèbre. À l'Assemblée. Et M. Retailleau, qui demandait, c'était en décembre 2015, et qui demandait à ce que l'état d'urgence soit stoppé et que les instruments de l'état d'urgence passent dans le droit constant. Alors vous l'avez rêvé en septembre 2015, ça n'a pas été très fin parce qu'il y a eu des attentats après. Et nous l'avons fait en arrivant au pouvoir. Je veux dire, moi, ce qui me dépasse un peu, et vous disiez que vous n'êtes pas un homme politique à l'ancienne, vous ne votez pas contre pour voter contre, mais vous opposez à tout quand même. Hein. Ce qui m'interpelle un peu, c'est que dans ce domaine-là, vous preniez avant une situation que vous ne prenez pas après, parce que justement, elle est proposée par les autres. Et là, vous êtes un peu en contradiction avec ce que vous avez dit tout à l'heure. C'est un sujet qui est déjà derrière nous, parce que c'est passé. C'est toujours constant. Mais non, la lutte contre le terrorisme. Mais c'est très fort. Non, mais j'en avais parlé avec Frédéric Pechnard, qui a une analyse sur ce sujet, le directeur général de la police, l'ancien directeur général de la police nationale, que vous avez certainement bien connu. Il y avait un certain nombre d'éléments qui étaient positifs, il y avait des éléments qui étaient très incomplets. Bon, voilà. Et c'est pour ça qu'à l'époque, moi, je m'étais exprimé comme rappelant la position qui était la mienne, qui était la nôtre. Mais je comprends très bien qu'il y ait eu des débats. Je vous dis, l'ancien directeur général de la police nationale avait sa propre analyse sur ce sujet. Ensuite, mal. Monsieur Fauvergue évoque la question parfois de vote commun. Et il a raison de poser la question. Mais commun, il a évoqué entre les Républicains et l'extrême droite sur la question de la sortie d'état d'urgence. Mais j'ai envie de dire également, et ça pose le problème, c'est que sur d'autres lois, moi au Sénat, je vois la République en marche et la droite voter main dans la main. Et c'est peut-être une des vraies questions, c'est est-ce qu'à la fin, il n'y a pas plutôt cette forme d'alliance? Parce que si je prends Parcoursup, la sélection des étudiants, tout le monde, vous l'avez voté ensemble. Si je reprends la loi Asile-Immigration, l'article 5, monsieur le député européen, vous avez voté ensemble et avec le Front National. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il y a effectivement une gauche qui essaye de se reconstruire. Et nous avons beaucoup de travail, j'en conviens, ouais, je le dis. Utile. Et c'est utile parce que la démocratie, c'est effectivement d'avoir des projets différents. Et malheureusement, aujourd'hui, et c'est M. Copé qui l'a dit, Copé dit... Finalement, Macron, c'est le président de droite que nous attendions. Et donc, c'est peut-être aussi là un élément sur les politiques économiques sociales. Quand je vois le budget, je l'ai dit sur Asile-Immigration, je l'ai dit sur Parcoursup, vous avez cette connivence. Et je le vois, moi, concrètement, au Sénat. Vous avez des connivences avec l'extrême gauche et l'extrême droite à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, les droites qui étaient dites modérées et les gauches qui étaient dites modérées. Le monde débarque et disent des choses totalement erronées. Ah non, à l'Assemblée nationale, c'est ce qui s'est passé dans l'affaire Benalla. Il n'y a pas de connivence
entre le Parti socialiste et l'extrême droite. Je vous interdis de le dire. Et sur l'affaire Benalla, juste un mot, sur l'affaire Benalla, nous, au Sénat, nous faisons une vraie commission d'enquête. Vous en faites une, elle se saborde, c'est le Templo solaire, en 4 jours, sans aucun rapport. C'est du jamais vu dans la démocratie française. Une commission d'enquête avec 0 ligne à la fin. Nous attendrons aussi le résultat de l'enquête judiciaire qui est important. Brice Hortefeux, vous nous avez dit tout à l'heure que c'était plus le président de droite qui l'attendait, parce qu'il a quand même je prenais M. Copé, qui a été quand même... Oui, M. Copé, mais Brice Hortefeux, qu'est-ce qu'il dit à ça? Je vais vous dire les choses très simples. M. Macron est votre président, M. Brice Hortefeux. À l'évidence, non. Et je vais vous expliquer pourquoi. Allez-y. C'est pas notre président, parce qu'un président de droite, c'est pas celui qui s'acharnerait sur les retraités comme c'est le cas aujourd'hui. Un président de droite, il protégerait les retraités. C'est pas non plus un président qui accablerait, comme c'est le cas depuis un certain nombre d'années d'ailleurs, les classes moyennes. Au contraire, elle les protégerait et les défendrait. Un président de droite, c'est pas celui qui démantèlerait la politique familiale. Au contraire, un président de droite, il en assurerait la promotion. Donc, tout ceci pour vous dire que M. Macron n'est pas un président de droite. M. Copé s'est trompé. Alors moi, je veux dire que vous avez répondu sur l'ISF. C'est quand même le président sur l'ISF. Mais sur l'ISF, vous en avez rêvé. Macron l'a fait. Mais précisément, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire on s'arrête au milieu du chemin. Je pense que la gauche, la droite avec M. Hortefeux... Chacun son tour. Allez-y, M. Fauvergue. La droite et la gauche se rejettent le président Emmanuel Macron. Ça veut dire qu'Emmanuel Macron est placé sur l'échiquier politique, ni à droite ni à gauche, mais est placé de manière centrale. Et je crois que ce n'est pas l'avis des Français. Vous savez, ça peut s'appeler aussi entre deux chaises. Voilà. C'est ce qui se passe dans ce cas-là. Non, pas du tout. Sinon, il n'aurait pas été élu avec autant avec 23% au premier tour. Là, je vois qu'il y a une alliance entre la gauche et la droite. Je ne partage pas ce que pour condamner le chef de l'État. Non, mais moi, par exemple, excusez-moi, quand ce gouvernement-là fait financer la suppression de l'ISF par les plus pauvres, oui, je combats ce gouvernement-là. Et ça n'a rien à voir avec la politique que pourraient mener les Républicains. Allez, autre sujet, c'est la démocratie. Sur l'immigration, monsieur Brice Hortefeux, vous avez été ministre de l'immigration et ensuite vous êtes reparti au ministère de l'Intérieur, en absorbant d'ailleurs ce ministère de l'immigration pour des questions diverses et variées, et surtout pour des questions parce que ça ne fonctionnait pas. À l'époque où vous étiez ministre de l'immigration et ministre de l'Intérieur, moi j'étais chef de service à l'office de la police aux frontières et j'étais sous-directeur de la police aux frontières, donc sur des problèmes d'immigration importants. Nous avons voté la loi Asile-Immigration qui est une loi qui est équilibrée sur le droit d'asile et qui est équilibrée sur le retour des étrangers qui n'ont pas vocation à rester sur le territoire national. C'est cet équilibre-là qui est important. Je pense que c'est quelque chose à prôner, l'équilibre. Votre groupe, je n'entends qu'une chose sur l'immigration de la part de votre groupe, c'est l'immigration choisie. Et ça, c'est un leitmotiv qui apparaît depuis longtemps. Alors, l'immigration choisie, ça marche sur des pays comme le Canada, comme la Nouvelle-Zélande, un peu l'Australie, parce que c'est des pays qui n'ont pas de passé colonialiste et qui sont assez éloignés des milieux où les migrants partent, des pays de départ. Maintenant, ma question est la suivante. Sur cette immigration choisie, comment ferez-vous le jour où on arrive au quota que vous décidez? Admettons que vous êtes au pouvoir, on arrive au quota que vous décidez, et le Malien qui va se trouver à Caille, ou le Nigérien, ou la personne de la Corne d'Afrique qui doit venir en France, va se dire, bah non, j'avais prévu d'aller en France, mais bon, les quotas sont épuisés, je ne peux pas y aller, donc j'attends mon tour. Est-ce que c'est pas naïf? Non, mais je vais vous dire les choses très simplement. Vous avez fait référence à la loi Asile-Immigration. Il y a des éléments intéressants, il y a des éléments que je ne partage pas. Mais il y a surtout un élément majeur, c'est qu'il ne traite en rien, ce texte, de la question des flux. Parce que c'est ça le sujet de l'immigration. L'immigration, c'est d'abord la question du nombre. Et à aucun moment, il n'est traité la question des flux. Et moi, je vous dis une chose très simple, c'est qu'il ne faut pas être dans le déni. La réalité, aujourd'hui, elle est connue. Vous avez 263 000 titres de séjour qui ont été délivrés l'année dernière. 263 000 titres de séjour, c'est une augmentation de 13,7%. Ça ne s'est jamais vu à ce niveau depuis 43 ans. Et c'est une tendance à la hausse. Simultanément, vous avez des demandeurs d'asile,
vous connaissez la réalité. Le gouvernement dit 101 000. En préfecture, ont été enregistrés en fait 122 000. Mais peu importe. Là aussi, la demande explose. Vous avez la situation... Si, ce sont des chiffres. Là, à vrai dire, il n'y a pas de débat. Ce sont des chiffres. Vous avez les mineurs isolés. C'est là aussi... Ils sont... d'estimation très difficile, 18 à 20 000. 18 à 20 000. Voilà, faites un amalgame qui me semble... Vous avez enfin les clandestins. Le gouvernement annonce des chiffres, c'est entre 40 et 60 000. Ça veut dire qu'aujourd'hui, sur la dernière année connue, il y a plus de 400 000 migrants supplémentaires qui sont arrivés. Alors, on va conclure. 400 000 migrants supplémentaires qui sont arrivés sur notre territoire. Eh bien, ça veut dire qu'on ne peut pas continuer à ce rythme. Et ça veut dire qu'il y a des décisions à prendre. Vous avez deux solutions. Soit vous décidez de diviser par 2, par exemple, le nombre de titres de séjour qui est délivré, soit vous décidez de faire un système d'accueil à points. Et vous avez ces deux possibilités. Et je m'aperçois que vous ne l'avez pas traité dans aucun domaine. On ne va pas vous réconcilier. Là, vous n'allez pas trouver de terrain d'entente. Merci, messieurs. Merci beaucoup d'avoir participé à cette interpellation du premier invité d'Audition publique. Émission qui se poursuit maintenant avec l'arrivée de nos deux consoeurs. Avec nous, donc, Oriane Mancini de Public Sénat et Brigitte Boucher de la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Une question, Brice Hortefeux, parce qu'en ce moment, il y a le bateau humanitaire Aquarius qui se dirige vers la France avec 58 migrants à bord. Il demande bien sûr à être accueillis à Marseille. Faut-il accéder à cette demande? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on fait? La réponse est non. Je vous le dis, la France et l'Europe n'ont pas de leçons à recevoir en termes d'accueil de réfugiés. L'Union européenne a accueilli, il y a 2 ans, 724 000 réfugiés, demandeurs d'asile. 724 000, il faut savoir ce chiffre, à quoi il correspond. C'est 3 fois plus que le Canada, que l'on évoquait à l'instant, que l'Australie et que les États-Unis. Mais là, on parle de personnes en situation de péril. Non, mais bien sûr. Je vous le dis, donc la réalité, c'est celle-là. Et deuxièmement, la France n'a pas de leçons non plus à recevoir dans ce domaine, parce que, pour toutes les raisons que je viens de rappeler. Il y a urgence, là. Il y a 58 migrants à bord de l'Aquarius. On les accueille ou on ne les accueille pas à Marseille? Eh bien, écoutez, puisque l'Espagne a une politique qui l'encourage à accepter, eh bien, qu'ils prennent donc la route de l'Espagne. Simplement, je vous mets en garde sur ce sujet. Il faut bien comprendre que il y a une exploitation, bien sûr, que l'on connaît, une exploitation humaine, que c'est un véritable trafic. L'Aquarius doit suspendre ses missions? Que les trafiquants qui suivent très bien les évolutions nationales sur ces sujets, qui génèrent, selon une estimation assez intéressante d'Europol, près de 5,7 milliards d'euros. C'est donc une masse financière considérable. Eh bien, je vous mets en garde, observez bien les chiffres qui seront certainement connus de ce qui se passe concernant la route des migrants. Est-ce qu'ils vont toujours en Italie ou est-ce qu'ils s'adaptent et ne contournent pas l'Italie? Quelle est l'évolution en Espagne? Donc je le dis, il n'est pas possible que l'on continue à ce rythme. Mais en attendant, comme le disait Brigitte, il y a urgence. La France dit à l'heure actuelle chercher une solution européenne. Est-ce qu'on peut toujours se défausser sur nos voisins européens? Est-ce qu'il ne faut pas assumer une part de responsabilité, comme l'a fait l'Espagne, comme l'a fait Malte? Mais c'est effectivement une grande différence, par exemple, avec le Rassemblement national. Moi, je dis qu'il y a un défi migratoire en France et en Europe. Mais la différence avec... C'est ce que dit le Rassemblement national. Oui, non, ils emploient d'autres termes. Moi, je dis qu'il y a un défi migratoire. Et vous parlez de pagaille migratoire, c'est ce que vous avez dit au début de l'émission, Brice Hortefeux. Il y a une pagaille migratoire. Et c'est un défi. Bon. Simplement, la solution, elle ne peut pas être que nationale, comme le dit le Rassemblement national, comme le dit Marine Le Pen. La solution au défi migratoire et la résolution de la pagaille migratoire que nous connaissons, c'est d'avancer sur ces 2 jambes. C'est par les législations nationales, parce que chaque État doit avoir le droit de dire qui il veut ou qui il peut accueillir sur son territoire. Et en même temps, on doit marcher sur la 2e jambe, c'est-à-dire une politique européenne. Je vous dis très simplement les choses. C'est qui peut croire qui peut penser qu'il ne serait pas logique que l'on se préoccupe des flux migratoires aux frontières de l'Europe
plutôt que d'attendre que les migrants viennent à la Vintimille, à la frontière française. J'insiste sur un dernier point. Le commandant des gardes-côtes turcs, pas soupçonné d'être facilement, a priori, bienveillant à l'égard de l'Europe, ou en tout cas, il a évoqué, il y a quelque temps, il a évoqué une augmentation de 60% sur les 6 premiers mois de l'année des migrants empruntant illégalement la route maritime pour rejoindre les côtes européennes, plus 60%. Donc c'est pour ça que je vous dis, on ne peut pas continuer à se réduire. On va rester sur la question européenne. Oui, avec le vote pour Viktor Orban, vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez été interrogé là-dessus au Parlement européen. On a vu les divisions de la droite, certains ont voté pour, d'autres contre, d'autres se sont abstenus, c'était votre cas. Comment Laurent Wauquiez peut-il rassembler une famille politique aussi disparate ? Non, mais d'abord, il y a eu des mots très durs d'ailleurs échangés entre Laurent Wauquiez et Valérie Pécresse lors d'un bureau politique. Vous non, mais étiez... non, pas du tout, j'y étais. Vous la rapportez. Pas du tout. Ah. Mais attendez, au contraire, c'est très sain qu'il y ait un débat. Ah bon, c'est votre réponse à Brigitte. C'est très sain qu'il y ait une telle division alors qu'on a pour mission de rassembler. Mais écoutez, je vais vous dire, que chacun prenne des initiatives, c'est bien. Que chacun ait des idées, c'est parfait. Que chacun les exprime, bravo, dès lors que ça se passe au sein de la famille. C'est aussi simple que ça. Et c'est d'ailleurs ce qui a été dit précisément à la réunion à laquelle vous faites allusion. Au sein de la famille, il y a des déclarations publiques quand même. Jean Leonetti et Laurent Wauquiez ont affiché des positions différentes, publiquement. Mais c'est un sujet compliqué, comme je l'ai rappelé tout à l'heure. C'est un sujet où on ne peut pas être schématique, il faut être pragmatique, réfléchir à ce qui est le mieux pour l'intérêt général, et notamment en l'occurrence pour la construction européenne. Maintenant, si vous voulez à tout prix quelque chose de quantitatif, je vous le dis, la majorité nette des députés européens républicains n'ont pas soutenu la résolution déposée par la verte néerlandaise mettant... Mais quand une partie de vos amis, donc, du parti, les Républicains, Brice Hortefeux, vous disent on est en train d'abandonner nos valeurs, c'est ce qu'ils disent, les opposants à la ligne Wauquiez. Comment est-ce que vous recevez cette critique fondamentale ? Comme vous l'avez dit, ce sont des opposants, donc c'est normal qu'ils s'opposent. Mais je vous le dis, pratiquement... Laurent Wauquiez s'affiche aujourd'hui avec Angela Merkel, alors qu'il s'affichait il y a quelques semaines aux côtés de Viktor Orban, dont il dit qu'il a toute sa place au PPE. Est-ce qu'il n'est pas lui-même l'illustration de cette ambiguïté au sein de notre famille ? Mais non, mais c'est pas comme ça. Pardon, vous voudriez... Vous êtes très étonnant, parce que vous voudriez qu'on soit comme des petits pois, alignés comme des petits pois. Et alors là, vous direz, alors ça c'est très monolithique, hein, c'est pas, non, nous on n'est pas une secte. On est une famille politique, une grande famille politique dans laquelle on débat. Et puis, à un moment donné, on prend ses responsabilités. Et puis, les choses peuvent évoluer. Moi, j'étais très décidé à voter contre la résolution déposée par cette élue verte. Ce qui n'est pas péjoratif. Mais j'ai écouté ce qui se passait. J'ai été attentif. Je n'ai pas figé. Alors, vous n'êtes pas une secte, dites-vous. Mais quand vous voyez Thierry Mariani, hein, on en reparle aujourd'hui parce que c'est Marine Le Pen elle-même qui le dit, il pourrait figurer sur la liste européenne du Rassemblement national. Est-ce que vous dites là, il signe son départ, son exclusion ? Mais écoutez, c'est très simple. Là aussi, il n'y a aucune difficulté. Il n'y a pas de délit d'opinion dans notre famille politique. Pas de délit d'opinion. Il peut y avoir un délit d'action. Et donc, chacun pense ce qu'il veut, chacun peut imaginer ce qu'il veut, chacun peut avancer les idées qui sont les siennes. Et puis, s'il y a du passage d'opinion à l'action, eh bien, il y aura naturellement des mesures. Mesures, donc exclusion, évidemment. Thierry Mariani ne pourra pas naturellement rester dans notre famille politique. Nicolas Dupont-Aignan vous a tendu la main pour les européennes, c'est hier, lors de son congrès. Puisqu'il présentera sa liste, hein. Puisqu'il sera tête de liste, avec sa liste, sa propre liste. Est-ce que vous êtes pour une liste d'union, comme il vous le propose, lui, vous et le Rassemblement national ? Oui, c'est une méthode. Alors, je connais bien Nicolas Dupont-Aignan, je connais ses qualités, je connais aussi quelques-uns de ses défauts. C'est l'avantage, je le connais depuis longtemps. Le rassemblement se fait pas autour du plus petit dénominateur. Donc Nicolas Dupont-Aignan cherche à avoir sa propre structure, c'est son droit. Il a tenté une aventure avec le Front National, qui s'appelait comme ça à l'époque, qui visiblement n'a pas marché, n'a pas donné les résultats. Écoutez, que chacun, à l'occasion des élections européennes, exprime ses positions. Si Nicolas Dupont-Aignan rejoint les nôtres, c'est-à-dire reposant sur deux principes, l'Europe est indispensable, mais en même temps il est indispensable qu'elle évolue, il est le bienvenu.
bienvenue. Mais ce n'est pas dans l'autre sens que ça se passe. Vous lui tendez la main. Voilà. Mais, encore une fois, c'est valable pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est valable pour le Rassemblement national, c'est valable pour le Parti socialiste, c'est valable pour Vous tendez la main au Rassemblement national pour les élections européennes ? On tend la main aux électeurs. Ah, aux élections, mais là on parle des dirigeants. Mais bien là. sûr, on tend la main aux électeurs. Et il n'y a pas de sous-électeurs. Encore une fois, il n'y a pas de sous-citoyens. Donc nous tendons la main, et c'est à nous, c'est à notre capacité, c'est tout le défi qui est le nôtre, de convaincre que nous sommes, nous, une alternative au pouvoir. C'est valable pour Nicolas Dupont-Aignan, c'est uniquement ses électeurs, ou si lui veut vous rejoindre, il est le bienvenu? Eh bien écoutez, commençons déjà par les électeurs, à mon avis, ça résoudra le problème. Laurent Wauquiez a fixé un objectif de 15% pour les européennes. Ça veut dire que vous pensez déjà être perdant à cette élection ? Laurent Wauquiez n'a fixé aucun objectif, donc déjà vous avez une information qui est inexacte, mais nous allons nous battre pour faire le maximum, on va se battre pour convaincre. Mais vous savez, n'oubliez pas d'où l'on vient. On est une famille qui a été fracturée, on a une famille qui a été condamnée par les électeurs, on a une famille qui s'est naturellement divisée, parce que je vais vous apprendre quelque chose de totalement ébouriffant, c'est que le succès fédère et que l'échec divise. Donc on a à reconstruire. Et je trouve d'ailleurs... c'est peut-être un futur échec pour vous, les élections européennes. Est-ce que ça ne peut pas sceller le sort de Laurent Wauquiez ? Écoutez, Laurent Wauquiez a été élu avec près de 75% des voix, avec un corps électoral qui n'était pas négligeable, qui était 100 000. Nous, il est à la tête d'une famille politique qui est aujourd'hui la première force territoriale, la première force au Sénat, la deuxième force à l'Assemblée nationale, et la première ou deuxième force militante, réelle. Écoutez, mais il est loin d'apparaître comme le premier opposant. Hein. Vous avez vu les sondages, Brice Hortefeux, il est quand même dans les choux quoi, par rapport à Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Écoutez, vous réjouissez pas trop vite. Non, mais je ne me réjouis pas, c'est un fait. Il arrive, je crois, en 7e position comme opposant au chef de l'État. Si vous voulez me faire dire qu'il y a une marge de progression, je vous contredirai pas. Mais je pense que, pour être tout à fait clair, que Laurent Wauquiez a les qualités de compétences, d'expérience et d'envie qui font l'alchimie de celui qui peut nous redresser. Est-ce qu'il a les capacités, les qualités de rassemblement aussi? Mais c'est ce que je vous dis, l'expérience, d'envie, de compétences. Et je peux mesurer chaque jour combien il est attentif à tendre la main à ceux qui n'étaient pas forcément ses compagnons de route du départ. Vous dites qu'il est très attentif donc à la recommandation première de Nicolas Sarkozy, c'est-à-dire qu'il faut savoir rassembler sa famille. Bien sûr. Il le fait. Bien sûr, c'est ce qu'il fait. Et d'ailleurs, moi qui suis un sarkozyste inoxydable, je ne vais pas changer, je vous le dis tout de suite, moi qui suis un sarkozyste inoxydable, je suis aux côtés de Laurent Wauquiez. Nicolas Sarkozy, justement, c'est un retraité de la politique aujourd'hui pour vous ? Il est bien sûr attentif à sa famille politique, puisqu'il l'a dirigée, il a contribué à la faire vivre et à la faire gagner, puisque Nicolas Sarkozy est le dernier à avoir fait gagner la droite à une élection nationale, présidentielle, et il est attentif à sa famille politique, préoccupé par la situation de notre pays. Mais, comme il le dit lui-même, il n'a pas d'autre ambition. Il y a un sondage IFOP, Brice Hortefeux, qui place Laurent Wauquiez en 7e position comme personnalité politique représentant le mieux la droite, derrière justement Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. Nicolas Sarkozy, c'est le vrai patron de la droite. Finalement, Laurent Wauquiez n'a pas réussi à s'imposer. Laurent Wauquiez est élu depuis quand? Il est élu depuis quelques mois. Mais ça, on va pas tout réussir, tout reconstruire en quelques mois. Vous me demandez mon avis, je vous le dis, je pense que Laurent Wauquiez a les qualités nécessaires pour permettre le redressement de notre famille. Et je vous le dis, pas tellement pour lui, simplement, pas tellement pour nous, mais parce que dans notre pays, nous avons besoin d'une majorité qui gouverne et d'une opposition qui puisse être une opposition, ce que j'appellerais, moi, positive. C'est-à-dire une opposition qui approuve quand c'est bien et qui dénonce quand c'est nécessaire. Donc c'est cela, et c'est toute l'ambition qui est la nôtre aujourd'hui. Nous avons besoin de cela. Et on a bien compris que la méthode Macron, qu'est-ce que c'est? La méthode Macron, c'est de chercher à tout prix à avoir comme seul interlocuteur l'extrême droite d'un côté et l'extrême gauche de l'autre, pour être tout ça tranquille. Ben, c'est pas comme ça que ça va se passer. Moi, je souhaite qu'il y ait un grand courant social-démocrate qui se reconstitue, qui s'exprime, qui prépare de son côté une alternance, et que nous, les Républicains, nous fassions aussi un travail de reconstruction, un travail de réflexion et un travail de proposition. C'est ça la démocratie. De François Hollande, alors. La démocratie, c'est la confrontation des idées. C'est pas chercher à les chloroformer. Alors on prête une
phrase à Nicolas Sarkozy qui dit à propos d'Emmanuel Macron, lui a exprimé de la bienveillance. D'ailleurs, ça marche également dans l'autre sens, vis-à-vis du chef de l'État. Mais il a dit que ça peut donc effectivement réussir, mais ça peut aussi très mal se terminer. Est-ce que c'est votre pronostic aujourd'hui? En tout cas, je ne le souhaite pas, mais je vous le dis, quand je vois les résultats de la croissance, quand je vois les résultats de la lutte contre le chômage, quand on voit le niveau de la dépense publique, quand on voit l'évolution de la dette, quand on voit tout cela et que parallèlement, aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français a baissé comme ça ne s'est jamais produit depuis 2012, je suis effectivement très préoccupé. Alors, Laurent Wauquiez se veut le défenseur de la France des territoires, de la France des oubliés. Mercredi, c'est-à-dire après-demain, en ouverture du Congrès des régions, les 3 présidents d'associations pousseront un coup de gueule contre la politique d'Emmanuel Macron envers les territoires. Est-ce qu'il n'y a pas, de leur part, un peu de posture politique? Écoutez, quand on voit la diversité de ceux qui dénoncent la politique menée aujourd'hui, c'est précisément la démonstration que ce n'est pas le cas. Parce que vous pourriez me dire, oui, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, est dans l'opposition. Moi, encore une fois, je vous le dis, nous sommes autour de Laurent Wauquiez favorables à une opposition positive, qui ne soit pas systématique, au contraire, qui regarde au cas par cas ce qui est bien ou pas bien pour notre pays. Mais quand vous voyez qu'il y a Hervé Morin, qui est issu de la famille centriste, quand vous voyez au-delà de l'ARF, au-delà de l'Association des régions de France, qu'il y a l'Association des départements de France, Dominique Bussereau est beaucoup plus dur avec son ancienne famille politique qu'il ne l'était avec le gouvernement. J'observe qu'il monte au créneau à juste titre, très fortement. Et même chose avec l'Association des maires de France et François Baroin. Contre le gel des dotations, alors qu'elles ont commencé sous Nicolas Sarkozy et que la DGF augmente, en fait, en 2018. Il y a eu plusieurs temps. J'étais ministre de l'Intérieur et donc des collectivités locales à ce moment-là. J'avais décidé effectivement un gel des dotations parce que les circonstances l'exigeaient. Vous savez, les circonstances, on ne les avait pas baissées, ce qui s'est produit par le passé. Gelées. Malgré la crise, on les avait gelées et pas baissées. Mais simplement, les circonstances ont totalement changé. Et le président de la République a hérité d'une croissance qui est une croissance qui n'a rien à voir avec celle. Mais vous demandez au président de la République de respecter les objectifs de Maastricht et d'un autre côté, vous vous plaignez de la baisse des dotations. Oui, vous avez observé d'ailleurs que la Commission européenne a souligné qu'on serait certes en dessous de 3% du déficit. J'ai entendu le ministre de l'économie qui en était très heureux, communiquer sur ce sujet. Oui, on sera à 2,9, c'est-à-dire, le savez-vous, c'est-à-dire à l'avant-dernier rang européen, juste devant derrière la Roumanie, ce qui ne me rassure pas forcément. Alors, on parle de la ruralité, vous vous êtes mobilisé contre les 80 km/h sur les routes nationales à 2 voies. Bon. Et là, on s'est aperçu quand même qu'il y avait une baisse de la mortalité routière cet été. Bon, elle n'est peut-être pas totalement imputable à cette mesure, mais quand même, on se dit, là, ça va dans le bon sens. Est-ce que vous ne regrettez pas cette prise de position? Ah mais, attendez, alors, il n'y avait pas les 80 km/h quand on est passé de 20 000 morts à 4 000. Ouais. C'est pas les 80 km/h quand même. On est passé en quelques années de 20 000 morts à 4 000. Donc il y a une amélioration. Il faut examiner dans la durée. Oui. Et je trouve que c'est discriminant, les 80 km/h. Vous savez, moi je suis élu en Auvergne. Oui. C'est quand vous êtes entre Aurillac et vous rendez Clermont-Ferrand, il y a 96 km, vous ne pouvez pas rouler à plus de 80 km/h. C'est-à-dire que vous êtes derrière un camion. Vous sur cette mesure si vous revenez au pouvoir? En tout cas, je le souhaiterais. Alors, dernière question. Sur un sujet peut-être d'actualité. Sur la PMA, on va parler demain, effectivement. Le comité consultatif national d'éthique rendra demain son avis sur l'extension de la PMA aux couples de femmes et aux célibataires. Vous y êtes favorable? J'ai lu avec intérêt sur la déclaration des évêques de France et je partage une inquiétude, pas simplement avec les évêques de France, mais je partage une inquiétude, c'est que de la PMA, on glisse à la GPA, la gestation pour autrui. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a quelques années, ça a été rappelé, Madame Guigou, quand elle a créé le PACS, elle a dit il n'est pas question qu'il y ait le mariage ensuite. Bon, il y a eu le mariage. Ensuite, quand il y a eu le mariage, on a dit il n'y aura pas plus, il n'y aura pas la PMA. Ou en tout cas, on a été extraordinairement silencieux à l'époque de François Hollande sur ce sujet. Maintenant, on nous dit qu'il y a la PMA. Je dis attention à la gestation pour autrui, parce que moi, je ne suis pas pour la marchandisation du corps des femmes. La PMA, en revanche, pour les couples de femmes, je suis très réservé. Ça va réveiller la manif pour tous. Écoute, on va voir ce qui est réellement évoqué et proposé.
Mais je vous dis ma position, je suis très réservé. Merci beaucoup, merci madame, merci Brice Hortefeux d'avoir été notre premier invité pour cette audition publique que vous avez passée donc durant une heure. Merci d'avoir servi de cobaye. Et voilà, écoutez, nous vous remercions. Et la semaine prochaine, c'est Stéphane Travert, le ministre de l'Agriculture, qui sera notre invité. Et la semaine suivante, ce sera Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, donc pour audition publique désormais. Donc chaque lundi, votre rendez-vous sur les chaînes parlementaires, sur Le Figaro et avec l'AFP. À très vite.